Medfeld a 10 ans, ça on ne va pas cesser de vous le rappeler pendant 3 jours, mais l'OCM Fruits et Légumes a 20 ans. Et d'où le thème de notre débat de cet après-midi, l'OCM Fruits et Légumes 20 ans après. Alors, nous sommes à la fois en direct ici à Perpignan, mais avec un duplex au Parlement européen à Bruxelles, où nous sommes heureux d'accueillir par vidéo les députés européens Éric Andrieu et Michel Dantin. Et ici, sur ce plateau, avec mon confrère Michel Bru, nous accueillons Jean-Michel Delannoy, président de FELCOP. Bonjour. Bonjour. Jean-Louis Moulon, vice-président de l'AREF, l'Association européenne des régions fruits et légumes. Bonjour. Bonjour à tous. Et Jacques Andrieu, chef du service des missions, non, des filières, chef de la mission filière. Voilà, il fallait bien que je me plante, de France Agrimaire. Bonjour. Bonjour. Et donc, à Bruxelles, j'ai vu Éric Andrieu, il est là. Oui, bonjour. Bonjour, donc, Michel Dantin va nous rejoindre. Et Michel Dantin va nous rejoindre. Donc, Éric Andrieu, je vais commencer avec vous parce que je sais que vous avez un emploi du temps, vous et Michel Dantin, très contraint. Donc, vous devez nous quitter à 14h. Nous sommes aux 20 ans de l'OCM Fruits et Légumes. Quelle évaluation est faite à la fois par les services de la DG Agri, par la Commission européenne, par le Parlement de cet OCM Fruits et Légumes? Alors, par la DG Agri, je ne peux pas me prononcer au nom de la DG Agri, mais je vais parler au nom du Parlement européen. Donc, nous, ce que nous en observons, c'est que l'OCM fruits et légumes, d'ailleurs comme l'OCM vin, il en va de même, est un bel exemple, finalement, sur lequel, d'ailleurs, je pense que la future politique agricole commune, donc post-2020, va devoir, comment dire, s'inspirer. Voilà. Donc, ça veut dire qu'elle donne des résultats, donc de façon très claire. Donc, on sait bien que tout cet enjeu-là d'amélioration de l'organisation collective, et là, le Medfeld est là pour en témoigner. Et d'ailleurs, je voudrais juste faire un petit clin d'œil. Moi, je suis à Bruxelles, j'aurais préféré être à Perpignan, parce que c'est des rendez-vous sur lesquels j'aime bien, auxquels j'aime bien participer, pour tout dire. Mais bon, c'est comme ça, dans la commission de l'agriculture aujourd'hui. Mais donc, s'inspirer, parce que c'est vrai que, donc, d'abord, ça a inspiré, j'ai envie de dire, le travail de toutes les réformes, évidemment. La dernière en particulier, et puis vous savez, sur la phase intermédiaire de l'omnibus, donc, sur lesquels on s'est beaucoup appuyé, donc pour faire avancer finalement les OCM, l'OCM unique en général, donc, et l'OCM fruits et légumes, on s'est beaucoup appuyé dessus, bien sûr. Alors, Jean-Michel Delannoy, vous êtes président de FELCOP, la Fédération des coopératives fruits et légumes. Vous étiez, il y a 20 ans, plus jeune, mais on était tous plus jeunes il y a 20 ans, et membre du COPA-COGECA quand cet OCM s'est mis en chantier. Tout à fait. Il y a même 21 ans, puisque je vous rappelle que les premiers programmes opérationnels ont commencé le 1er juillet 1997, donc 21 ans dans quelques semaines. Donc, à entendre ce qui vient d'être dit, puisque M. Andrieu vient de dire que la future PAC devrait s'inspirer de ce qui a été réalisé à travers cet OCM depuis 21 ans, on ne peut qu'être plus satisfait du résultat, parce que je vous rappelle que ce n'était pas gagné d'avance. À un moment, on appelait cet OCM fruits et légumes le dinosaure, donc le survivant de quelque chose qui ne devait plus exister. Et entendre M. Andrieu dire ce qui vient d'être dit prouve que tout le travail qui a été fait n'a pas été vain. Éric Andrieu, donc il va y avoir une coupe de 5 à 10% dans le budget de la PAC. Comment ça va se traduire là aujourd'hui? Alors, c'est pas le budget de la PAC. En fait, vous savez qu'on est confronté à un double phénomène, un phénomène ciseau. À la fois, c'est la sortie du Royaume-Uni, donc de l'Union européenne, et à la fois les nouveaux enjeux auxquels nous devons répondre. Et globalement, la sortie du Royaume-Uni, ça représente 12 milliards d'euros sur l'ensemble du budget de l'Union. Et l'impact, si vous voulez, sur la politique agricole commune serait de l'ordre de 3 millions. Ce que nous dit donc aujourd'hui Oettinger, le commissaire donc, au budget, nous étions avec lui la semaine... Milliards, autant pour moi, excusez-moi, milliards. Oui, lapsus non révélateur, milliards, ça serait trop beau finalement, si on pouvait parler en millions, mais ce n'est pas le cas et je m'en excuse de cette erreur due au surmenage bruxellois du jour. Mais donc en fait, l'impact, nous dit-on, au dire de M. Oettinger, serait pas... Comme le laissait entendre le commissaire Hogan, donc mardi dernier, de l'ordre de 10 à 15%, c'était ça ses propos, serait donc de l'ordre de 6%. Voilà un petit peu ce qui nous avait présenté jeudi dernier, donc alors que le cadre financier pluriannuel va être présenté donc par la Commission le 2 mai, c'est-à-dire la semaine prochaine,
donc de façon expresse. Et le cadre, comment dire, la partie législative, les textes législatifs seraient présentés officiellement au Parlement le 31 mai, non pas le 29 comme on l'avait imaginé à un moment donné, mais plutôt le 31 mai, donc par le commissaire Hogan. Donc on serait, aux dernières nouvelles, sur une baisse du budget de la PAC de 6%. Exactement. Il en va de la PAC, d'ailleurs, exactement comme il en serait de la cohésion. Alors, nous, dans nos amendements, vous savez que le Parlement européen, actuellement, est en train de commettre ce qu'on appelle son rapport d'initiative, c'est-à-dire le regard que porte le Parlement européen sur la future réforme de la PAC post-2020. Sur cette réforme-là, nous avons, à ce qui me concerne, mais vous pouvez le vérifier dans les amendements, mais je pense que Michel Dantin, lorsqu'il va nous rejoindre, va être en accord avec ces propos-là. Nous avons demandé à minima que la PAC se poursuive à budget constant. Ça, c'est le contenu de nos amendements. Le Parlement européen demande une augmentation de la part nationale. Vous savez que la part sur le revenu national brut de la participation de chacun des États qui fabrique finalement le budget européen, le Parlement européen a demandé à ce que la règle des 1% soit dépassée et qu'on soit à 1,3%. Donc aujourd'hui, le débat est en cours et on va avoir les résultats très vite, donc la semaine prochaine, et nous verrons bien donc ce qui va advenir de ces discussions donc, en la matière. Il y a eu une proposition d'un groupe d'États, dont la France, pour augmenter aussi cette participation. Je crois que Michel Dantin arrive, c'est ça? La France. Oui, Michel Dantin arrive, donc on le salue. Donc, voilà. Bonjour oui. Michel Dantin, merci de nous rejoindre. Allez-y. Dans la merde du Parlement. Il s'était perdu, excusez-le. Merci. Alors, la proposition d'augmenter la participation. Là, je ne vous entends plus, Éric Andrieu. Je ne vous entends plus. La France donc a demandé effectivement, donc a proposé d'augmenter sa participation. Pour autant, vous savez qu'il faut l'unanimité donc des États membres. Et aujourd'hui, on a 7-8 États membres qui veulent rester sur la base des 1%. Donc du coup, l'unanimité n'est pas au rendez-vous. Et au-delà, on n'a pas entendu de la part de la France, à part que Michel Dantin l'ait entendu, des orientations bien précises dans le champ de la cohésion comme dans le champ de l'agriculture. Donc, alors que c'est les deux principaux budgets qui vont structurer une fois encore le cadre financier pluriannuel. Donc on est sur des annonces finalement, mais dans la traduction sur des orientations, pour l'instant dans tous les cas, à ma connaissance, on n'a pas grand-chose donc, qui permette de dire qu'avant le 2 mai, on va avoir vraiment un budget à la hauteur des ambitions collectives, de l'avenir de l'Union et des politiques en particulier, celles qui nous concernent aujourd'hui, celles de la politique agricole commune. Alors Michel Dantin, merci de nous rejoindre. Je ne vous ai pas à l'écran, mais si je vous entends, c'est l'essentiel. Nous sommes autour de la table, nous avons Jean-Michel Deladoie, le président de FELCOP, la Fédération des coopératives de fruits et légumes. Voilà, rapprochez-vous encore un petit peu. Voilà, allez. Rapprochez-vous encore un peu, voilà. Ils n'ont jamais été aussi proches. Jamais été aussi proches, si. Jean-Louis Moulon, vice-président de l'AREFL, et Jacques Andrieu, qui représente France Agrimaire. Donc on était sur l'évaluation de l'OCM Fruits et Légumes et sur l'impact budgétaire de la prochaine PAC. Et Éric Andrieu est en train de nous dire que finalement, peut-être que la baisse du budget ne serait que de 6%. Que de 6%, je n'ai pas dit que de 6%, ce serait de 6%. Oui, c'est effectivement les informations que nous avons à l'heure qu'il est, même si elles fluctuent beaucoup de semaine en semaine. En tout cas, pour ma part, comme Éric vient de le faire, et sans mettre en difficulté Jacques Andrieu, que je salue parce que j'ai travaillé avec lui dans une vie antérieure, nous avons besoin d'une expression plus lisible de la parole française. Il y a eu plusieurs messages qui ont été diffusés à plusieurs moments. Ces messages ne sont pas cohérents les uns avec les autres. Et en tout cas, ce qui nous revient de la Commission est l'absence de message de la France clair sur le budget, et en particulier sur sa volonté de défendre le budget agricole. Jean-Louis Moulon, ça vous parle? Vos contacts que vous avez avec les autorités vous confirment ce flou de la position française?
Je ne suis pas dans les instances politiques, je ne peux pas confirmer effectivement le flou des instances de la politique française. Ce que je peux me permettre de faire, c'est rappeler effectivement l'importance de la filière fruits et légumes dans le budget agricole. Et je crois qu'autant M. Andrieux que M. Dantin vous a fait part du livre blanc de l'AREF et de tout, j'allais dire, les bienfaits de l'OCM et la structuration que l'OCM a pu apporter à la filière fruits et légumes. Et malheureusement, j'allais dire, un retour à minima, puisque nous sommes sur un retour d'environ 2% pour un chiffre d'affaires d'une filière dans la paquet agricole qui représente plus de 20%. Alors vous savez que nous avons un intérêt particulier, nous savons que nous sommes malheureusement au minimum de retour et qu'on peut, si on veut garder et pérenniser une structure fruits et légumes telle que nous avons, on peut que demander une augmentation de budget, bien sûr. Mais bon, vous connaissez déjà nos échanges, nous avons eu plusieurs fois la chance d'échanger sur ce point. Mais je veux bien encore un nouvel avis de votre part. Messieurs les députés, que pensez-vous de la problématique du taux d'organisation en France? C'est le vrai débat. C'est le vrai débat. D'abord, ce qu'il faut relever, c'est que dans les rapports que la Commission publie, que ce soit l'OCM fruits et légumes à travers les programmes opérationnels, ou que ce soit l'ancienne OCM 20 à travers ce qui est désormais le programme national, les bilans sont positifs. C'est-à-dire que ces politiques ont véritablement permis à ces deux secteurs, et à celui qui vous concerne aujourd'hui en particulier, d'évoluer. Force est de constater qu'en France, un certain nombre de choix ont été faits il y a quelques années. Je suis bien capable de situer les personnages et les années, puisque j'étais assez proche d'eux au gouvernement à ce moment-là, enfin au ministère de l'Agriculture à ce moment-là, n'ont pas été suffisamment courageuses par rapport à ce qui a été fait dans d'autres pays en matière d'organisation. Et quand j'entends encore en France des producteurs décrier le manque de professionnalisme de tel ou tel voisin plus au sud, je les invite à aller voir plus au sud, parce que je pense que tant du côté italien que du côté espagnol, nous avons beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui en termes d'organisation collective. Oui, juste, j'embraye en deux mots. Je crois qu'on est tout à fait en accord là-dessus. Je crois que le champ de l'organisation collective peut encore progresser. On va dire ça comme ça, un mot élégant, on va envie de dire, même si la voie est tracée, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous savons que l'OCM sera intégré dans les nouveaux règlements de la réforme à venir. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment saisir cette occasion-là, saisir le grand pas qui a été fait sur l'omnibus, et Michel Dantin a beaucoup contribué, on le sait bien. Donc pour pouvoir avancer, la France doit accélérer et prendre la mesure des limites de son organisation. Donc, et ce n'est pas vrai que pour les fruits et légumes, mais c'est vrai entre autres pour les fruits et légumes. C'est vrai que vous avez... Allez-y, allez-y, on ne vous entend pas, Michel Dantin. Là, c'est bon. Voilà. C'est vrai que vous avez maintenant, avec les évolutions qui ont été apportées à la partie OP et Interpro dans l'omnibus, des nouveaux outils pour agir. Notamment l'article 152 qui reconnaît que dès lors que des producteurs ont mis ensemble des moyens financiers pour acquérir un outil qui leur sert dans la chaîne de production, que ce soit un frigo, un camion, une chaîne d'emballage, etc., leur côté activité économique de l'OP est reconnu. Et à partir de ce moment-là, ils sont exempts de l'article 101 sur la concurrence, donc ils sont exempts des difficultés qu'on a connues dans l'endive. Mais dans l'endive, j'ajoute, pour que les choses soient bien claires, la difficulté c'est qu'on n'avait pas dans l'AOP que des OP. Donc il faut simplement être très attentif à bien respecter les choses, mais désormais les OP peuvent se développer en étant affranchis des contraintes des règles de la concurrence. Et si des porteurs de projets ont des doutes, ils peuvent désormais interroger la Commission sur leur projet, qui a 4 mois pour leur répondre et leur dire oui, vous êtes dans les clous, vous n'êtes pas dans les clous. Vous avez évoqué l'endive, oui. Oui. Justement, Jean-Michel Delannoy, comment réagissez-vous à ces propos de Je Michel voudrais Dantin ? faire 3 remarques. Alors, d'abord, je ne voulais pas réagir sur l'endive, mais puisque vous me posez la question, je le ferai après.
Une remarque sur le budget. Tout à l'heure, M. Andrieux a dit que l'OCM fruits et légumes était exemplaire. Je rappelle que le budget est cofinancé par les producteurs, par les professionnels, et qu'il est ouvert. Donc moi, l'impact du Brexit et l'impact de la baisse du niveau de la PAC m'indiffèrent, pourvu que les parlementaires et que la Commission acceptent que ce budget reste ouvert au niveau européen. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que sur la forme des actions qui sont utilisées dans les différents pays, on voit bien que l'action commercialisation est au niveau des pays européens au niveau de 20% du programme opérationnel, sauf pour un pays qui s'appelle la France, où on est à moins de 10%. Et je pense qu'une partie des problèmes de l'organisation française vient de là, c'est qu'on n'a pas su mesurer le vrai affectio societatis, c'est un terme que j'aime bien dans la coopération, de la réforme de l'OCM, à savoir que c'est vraiment pour de la création de valeur que ça a été fait. Et en tant que producteur, je suis satisfait de voir mon outil personnel se développer. Mais le vrai effet levier, et c'est là que je veux venir, et je pense que c'est là qu'on a mesuré l'intérêt d'une PAC rénovée avec un effet levier, il s'agit bien de cet effet levier qui crée de la valeur à travers ce cofinancement des producteurs pour les entreprises qui entendent à se développer. Et sur la remarque des endiviers, M. Dantin a tout dit, c'est-à-dire que une OP, une AOP, le jugement du Luxembourg a été clair. Effectivement, on peut se dédouaner de la concurrence. Par contre, sur une AOP qu'on appelle N en France, c'est pas si clair. Et donc là, il faut être très prudent et c'est très normal de vérifier avant de se lancer dans tel ou tel schéma d'entente si on est en forme, en bonne... comment dire, légalité vis-à-vis de l'autorité de la concurrence française ou européenne. Bien, on privilégie le contact avec Bruxelles parce que les deux députés doivent nous quitter à 14h. Ils ont un rendez-vous avec le commissaire européen chargé de l'agriculture et donc pour défendre nos dossiers, donc on les libérera à 14h. Je rappelle que le public peut intervenir s'il le souhaite, poser une question, réagir. Il faut faire signe à coucou à la technique. Messieurs Andrieux et Dantin, il faut parler calendrier maintenant. Dans un an, il y a un nouveau Parlement européen et l'installation d'une nouvelle commission. Il y a le Brexit. Comment tout ça peut se conjuguer? Il y a quelques semaines, il y avait l'AG de Felcop avec l'intervention de votre collègue Dorfmann qui nous évoquait 3 scénarios, 3 possibilités de calendrier. Est-ce que vous en savez un peu plus à ce jour, sachant que ça peut encore évoluer? Oui, on va le faire à 2 voix, parce que là-dessus, on peut pas. Il y a plusieurs choses. Je crois que l'enjeu du Brexit n'est pas un enjeu mineur, et ça, tout le monde le sait. Je crois qu'ici, on le partage. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que le 30 mars 2019, le Royaume-Uni sera plus dans l'Union européenne. Voilà. Et que donc, qu'est-ce qui va se passer d'ici le 30 mars 2019? Il y a une phase de transition qui est envisagée. Pour l'instant, rien n'est fait à ce jour, au moment où on parle, à part qu'il se soit passé des événements dans la matinée. Mais la question de l'Irlande, à ma connaissance, n'est pas réglée. Donc c'est un premier aspect important qui doit se régler. Et ça va s'enchaîner. C'est-à-dire que si on règle l'Irlande, on peut imaginer qu'une phase de transition jusqu'à 2020, c'est ça, hein, donc 20, donc puisse avoir lieu. On évoque une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020, à ce jour. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Donc déjà, ça nous permet, en termes de calendrier, d'y voir plus clair. Mais c'est vrai que la question de la pure réforme de la politique agricole commune, aujourd'hui, il y a 2 calendriers parallèles. C'est vrai qu'on a, nous, on revendique plutôt l'envie de dire qu'il faut qu'on ait une lisibilité beaucoup plus claire sur l'incidence du Brexit avant de mettre en place les mesures au niveau de la réforme. Bon, ça paraît être un vœu pieux finalement, puisque donc aujourd'hui le calendrier s'accélère de l'autre côté, c'est-à-dire que, comme je l'évoquais tout à l'heure, le 2 mai, le cadre financier pluriannuel va être présenté, donc on va avoir les règles financières sur la période post-2020, donc 2021-2027, et donc de ce fait-là, les textes législatifs concernant l'ensemble des politiques, dont la PAC donc, vont être présentés. On m'a dit encore ce matin le 31 mai et plus le 29 comme vous l'avez évoqué initialement, puisqu'on va devoir voter, nous, notre rapport d'initiative au Parlement européen. Donc ça signifie quoi? Ça veut dire que dès le mois de juin, donc on va se mettre au travail pour essayer, je crois qu'on en est d'accord là-dessus, d'arriver au moins au sein du Parlement européen à une première lecture avant la fermeture des portes du Parlement, puisque les dernières délibérations, les dernières plénières du Parlement vont avoir lieu fin mars, début avril. Donc ça veut dire qu'il faut que fin mars, nous ayons, nous, si on veut avancer dans cette mandature-là,
essayer de boucler au moins la première lecture. C'est ça, on pourra guère aller au-delà. Donc c'est un petit peu un défi, sachant qu'on ne peut pas imaginer de travailler, et là je crois qu'on en est d'accord avec Michel Dantin, sur le texte législatif sans aller à minima à la rencontre du secteur, dans toute sa complexité, sa diversité, pour pouvoir nourrir en tant que parlementaire la position donc, de l'ensemble du secteur. Donc le travail va démarrer à partir de juin. Il y a a priori une volonté commune, semble-t-il, d'arriver à une première lecture pour le mois de mars, avant la fin du Parlement, et pour pouvoir ensuite démarrer la partie avec le nouveau Parlement. Et si vous parvenez à cette première lecture avant la fermeture de la session, de la mandature actuelle, le texte adopté s'adoptera à la prochaine mandature et à la prochaine commission? Pas tout, c'est-à-dire que là, quand on dit première lecture, ça peut être vote de la Commission de l'Agriculture, vote en plénière, Commission de l'Agriculture, vote en plénière du Parlement européen, sans amendement, ou vote en plénière avec amendement, ce qui n'est pas tout à fait le même niveau. Donc là, on est en discussion pour savoir, fixer un niveau d'objectif auquel nous pourrions parvenir de façon réelle et concrète. Et ensuite, ça signifie que le nouveau Parlement prendra ces textes-là pour entrer dans le trilogue. Ça voudrait dire ça en théorie. Mais là, on est sur un questionnement qui n'est pas tout à fait réglé aujourd'hui. Mais Michel peut... Oui, moi je rejoins ce qui a été dit. Pour moi, tout ça est idéaliste. Ça ne tient pas compte de ce que doit être le travail de consultation des parties prenantes. Et puis ensuite, on peut commencer à nous dire « déposez pas d'amendement ». Donc effectivement, si on a un texte squelettique, si on nous dit « déposez pas d'amendement », on peut peut-être l'avoir fini pour Toussaint. Non, c'est pas possible. Moi, la dernière fois, j'étais rapporteur sur l'OCM, j'ai eu 2200 amendements. Pour me mettre d'accord avec le Conseil, il a fallu 13 trilogues, c'est-à-dire 13 semaines de négociation. Là, on nous dit non, 3 trilogues suffiront pour arriver. Donc, c'est impossible. Et puis moi, je pose une question de démocratie. Comment imaginer qu'on va élire au mois de mai l'année prochaine des parlementaires qui siégeront pendant 5 ans, mais qui n'auront rien à faire? Parce que le budget aura été voté avant qu'ils arrivent, les politiques auront été votées avant qu'ils arrivent. Enfin, c'est un déni de démocratie. Donc je sais bien pourquoi certains poussent ce calendrier pressé. C'est parce qu'ils ont peur de la montée des populistes et de ne plus avoir la liberté de faire un certain nombre de choses comme elles ont été faites jusque-là par l'Europe. Enfin, on est d'abord une structure représentant du peuple, on est une structure qui est inscrite dans une démocratie. Il nous faut d'abord respecter les électeurs et les citoyens. Et les parties prenantes, au passage, enfin, le président de Felcop peut le dire, dans le cadre de la précédente préparation de la PAC, on s'est vu au moins 2 ou 3 fois pour pouvoir prendre en compte correctement ce qu'étaient les demandes du secteur et qui allaient dans un sens de renforcement des outils d'organisation des producteurs pour faciliter leur commercialisation face aux grands groupes. J'ai pas la science infuse, Jacques a pas Eric n'a pas la science infuse, donc nous avons besoin d'écouter divers avis. Oui, nous avons besoin d'écouter différents avis pour pouvoir nous forger notre propre avis et avancer. Jean-Louis Moulon. Oui, Jean-Louis Moulon à Reffle. Ça veut dire dans le calendrier que vous expliquez. Si effectivement il ne se passe rien avant les élections, le temps que les élections européennes et que les commissions soient formées, parce que bien sûr après il y a des commissions qui se forment, on se retrouve le 1er janvier 2010. 2020. 2020, pardon. 2020. Il n'y a aucune urgence. La politique actuelle, la période de programmation actuelle, elle va jusqu'au 31 décembre 2020. Ce qu'on vote s'appliquera à partir du 1er janvier 2021. Donc, même si le quart, la moitié ou les 3/4 du travail sont faits, on a tout à fait le temps de le faire après. Vous préconisez plutôt... La question du calendrier est importante. Oui, la question du calendrier est importante, mais la question du contenu des politiques est bien plus importante. Et je n'ai pas en main les documents que la Commission nous présentera dans un mois, mais il m'a été donné de voir l'autre jour un papier. Ce qu'on nous propose actuellement, c'est un squelette. Et je mets en garde les États qui, le Conseil semble plutôt favorable aux propositions de la Commission en disant on va récupérer le truc et on fera comme on veut. À partir du moment où vous avez tous les champs du possible, parce que vous n'avez qu'un squelette pour vous donner les lignes directrices, on peut très vite aboutir à 27 politiques différentes, premier élément, et ça au Parlement nous n'en voulons pas.
Et puis le deuxième élément, c'est que la copie, elle sera corrigée par le collège, ou plus exactement par les différentes directions. Et quand on entend le commissaire chargé de l'environnement ou le commissaire chargé du climat s'exprimer sur ce que doit être la future PAC, je pense qu'on est assez loin de ce qu'on peut imaginer quand on a une bonne connaissance du monde agricole. Donc le danger d'une politique qui reposerait que sur des stratégies nationales jugées par des fonctionnaires, c'est d'avoir une politique qui soit finalement très éloignée de celle que nous voulons construire. Donc au Parlement, enfin, c'est du moins ma conviction et c'est ce que je ferai, on va essayer de mettre un peu de chair sur les os. Oui, il est vrai que juste pour enchaîner, parce qu'on va devoir nous aussi vous quitter, mais le calendrier, c'est lié expressément au contenu de la proposition donc de la Commission. C'est-à-dire que si la proposition est formellement et nourrie de ce qu'on dit depuis des mois et des mois, ça peut comment dire, aller assez vite, quoi. Si la proposition, comme le dit Michel, est squelettique, effectivement, il va falloir qu'on la nourrisse. Donc, et si on doit la nourrir, ça sera beaucoup plus long que prévu. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu la poule et l'œuf, finalement. Donc, parce que ça peut aller très vite si on a été à l'écoute, mais comme ça peut aller très lentement, si le contenu n'y est pas, puisqu'en tant que co-législateur, nous ne manquerons pas de mettre le fond avant la forme et le calendrier. Ça, c'est une évidence. D'ailleurs, tout groupe confondu, je crois que là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Jacques Andrieux, vous vouliez vous exprimer sur la question. Une réaction rapide Une de Jacques réaction. Andrieux, qui a été très sage. Et puis, s'il vous plaît. Oui, Michel, parce que tu es quand même le meilleur connaisseur justement de ces process communautaires, du rythme nécessaire là-dessus. Ce qui fait un petit peu peur dans le calendrier, c'est qu'on a l'impression qu'on a une proposition de la Commission qui finalement peut être très courte. Ça peut être assez simple à écrire si elle est complètement dans les lignes de la communication qu'elle a fait dernièrement. Donc c'est là-dessus, c'est un peu ce que tu disais, on dit on a un squelette, mais finalement elle a une proposition qui risque d'être limitée à ce squelette-là. C'est pas ça le risque? Oui, c'est ça le risque, et c'est qu'après vous soyez complètement contraint par le jury devant lequel vous irez présenter la copie, parce que vous n'avez pas de lignes directrices claires qui ont été précisées avant. Mais comme on espère toujours que le commissaire va mettre la chair et qu'il va nous l'annoncer, on va vous quitter pour aller l'écouter là maintenant. Bien. Dans tous les cas, Écoutez, on ne va pas acter une PAC sans contenu, ça c'est clair. Donc ça veut dire chacun prend sa part de responsabilité, à part que les co-législateurs, c'est pas la Commission à ma connaissance. Donc ça veut dire qu'on va avoir une responsabilité importante dans les mois qui arrivent. messieurs, on vous libère. Un grand merci en tout cas au nom de Medfeil, au nom des professionnels pour votre disponibilité et bonne réunion avec le commissaire. Et nous, on continue. Merci encore. Alors, oui, il y a une question? Je ne comprends pas ce qu'on me dit. Il y a une question? On prend la question, oui. Non? Ah, s'il y a une question, oui, d'accord. S'il y a une question, on prend les questions, bien sûr. Qu'est-ce qu'on dit? On demande les réactions déjà de nos invités. Hein. On se remet au OCM olympique des clubs med. Ils sont en finale de la Coupe d'Europe, pas encore. Allez, Jean-Michel. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense que entendre M. Andrieux se réjouir de l'efficacité d'une OCM qui n'était pas partie gagnante, hein, c'est quand même le plus beau des succès. D'ailleurs, rien que le fait d'être ici pour en parler de manière collégiale avec Bruxelles, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Donc je le redis. Donc du côté de Felcop, on n'est pas resté en France. Je tiens à dire qu'on a écrit noir sur blanc à 7 pays européens une feuille de route pour ce qui nous attend. Les 7 pays sont ni plus ni moins que l'Italie, l'Espagne, la France bien sûr, la Belgique, et rejoint par l'Allemagne, la Pologne et la Grèce. Donc à travers ces 7 pays-là, vous avez quand même la majorité de la production fruits et légumes en Europe, pardon. Dire que ce manifeste comprend 3 niveaux. Bien sûr, garder cette OCM spécifique. Et quand je dis spécifique, vous me comprenez. Ça veut dire que c'est vraiment un endroit dédié à la filière fruits et légumes européenne, hein, et non pas noyé dans la PAC, même si la PAC peut s'inspirer de notre succès réel. De développer. Hein, vous avez entendu dire que, et on l'a dit, on se désole de ne pas avoir
un taux d'organisation qui augmente de manière spectaculaire, eh bien, il faut peut-être avoir une action spécifique sur le développement de ce taux d'organisation, c'est-à-dire que les entreprises qui voient se développer aient un taux additionnel. Et 3, assurer. C'est-à-dire assurer, ça veut dire que je pense au contrôle, c'est-à-dire que on subit quand même des contrôles de plus en plus contradictoires. Les grandes structures que je représente doivent quasiment embaucher une personne à temps plein pour gérer ces contrôles qui viennent de droite, de gauche, du dessus, d'en dessous. S'il n'y avait qu'un seul corps de contrôle à cet endroit-là, ça nous irait bien, parce que c'est quand même du temps perdu. Je conclurai en disant que l'OCM ne peut pas tout, c'est-à-dire que l'OCM ne peut pas résoudre tous les soucis. Il y a des grands problèmes qui peuvent arriver, et là, il faut spécifiquement que dans la PAC, il y ait un budget dédié aux problèmes qui peuvent être du type de l'embargo ou de l'Escherichia coli. Mais encore une fois, dire ici le succès de cet OCM qui peut faire, à la surprise générale, au bout de 21 ans, matrice pour d'autres schémas, me va bien, surtout à travers la notion de cofinancement et d'effet levier. Jean-Louis Moulon, une réaction? Je veux dire, on peut que se féliciter effectivement que les députés européens prennent souvent l'OCM fruits et légumes comme exemple. Je crois que c'est quelque chose de très important. Je reprends les propos effectivement de Jean-Michel. Les propositions qui sont faites, elles sont rarement faites au niveau français. Nous aussi, au niveau de l'AREF, l'Association des régions européennes fruitières, légumières, horticoles, il y a des régions portugaises, espagnoles, italiennes, grecques, françaises, belges, autrichiennes, etc. Donc je crois qu'on est sur une tracée qui représente environ 60% de la production française de fruits et légumes et que nous sommes dans le même débat et même explication sur le fond, sur l'OCM. L'OCM a apporté, ça a été écrit dans un livre blanc, je veux dire, qui a été fait, je veux dire, beaucoup de choses au niveau de la structuration de la filière fruits et légumes. Nous ne nous en étions pas là il y a 20 ans, ni même il y a 15 ans, je tiens à le rappeler. Dans l'OCM, il y a un volet environnemental qui est très important et qu'on ne souligne pas assez. Je crois qu'il est utilisé environ, vous me contredirez, mais 20% en France, et je crois qu'on est sur ces chiffres-là au niveau européen. Je veux dire, quelle filière aujourd'hui agricole européenne peut se targuer d'avoir mis 20%, je veux dire, de ces fonds, je veux dire, dans une amélioration, je veux dire, sanitaire, culturelle, je veux dire, et environnementale. On a su le faire au niveau de la filière fruits et légumes. Aujourd'hui, si nous avons un développement de la culture biologique, si nous avons, je ne rentre pas dans des aspects techniques, mais dans des modes culturaux très aboutis, c'est grâce effectivement à cet argent qui a été mis sur la filière pour satisfaire le consommateur final. Et il y a quand même un enjeu sanitaire. Je crois que vous aviez un tour de table ce matin, je veux dire, sur l'aspect les pommes à l'école, etc. Je veux dire, il y a également, je veux dire, une diminution de la consommation des fruits et légumes dans lequel l'OCM doit jouer son rôle. On ne peut pas accepter, je veux dire, que l'OMS, c'est pas nous, l'OMS, je crois, demande de consommer environ 400 grammes de fruits et légumes, nous sommes qu'à 350. Donc il faut effectivement une augmentation de la consommation des fruits et légumes, particulièrement chez les enfants. Et on rentre également, je veux dire, dans ces projets au niveau de l'OCM. Donc sur tous ces points-là, je veux dire, non seulement on doit continuer, mais on doit améliorer l'OCM fruits et légumes. Jacques Andrieux, maintenant qu'on est entre nous, on peut parler des questions qui fâchent. Jean-Michel Delannoy en a soulevé une en parlant des contrôles, qui est une spécificité bien franco-française. Non, on va parler du champ communautaire. Mais je pense qu'en premier lieu, il faut quand même rappeler la très grande spécificité de ces OCM. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une OCM unique, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se fait dans tous les autres champs, que ce soit les céréales, les oléagineux, les grandes cultures. C'était un vrai défi, comme ça a été dit, quand elle a été mise en place. D'une part avec un programme national qui donne des marges de manœuvre, mais aussi une responsabilisation d'organisation de producteurs, donc un deuxième objectif qui était sur le champ économique d'organisation, quand même quelque chose de très original dans le paysage communautaire. Auparavant, on était sur des mesures de retrait, des mesures de destruction, voire des restitutions, donc on était quand même sur une PAC un peu à l'ancienne, et on a basculé d'un monde nouveau à ce moment-là. Et ça a marché. Et ça a marché avec du sur-mesure. Donc ce qui est toujours compliqué pour qu'un organisme payeur comme le nôtre, c'est de faire du sur-mesure, c'est qu'on a des organisations de producteurs avec des programmes individuels qu'il faut regarder un par un, des contrôles individuels. Alors ce qui est effectivement lourd, mais ça a été rempli et ça fonctionne. Pour une OCM qui finalement reste sobre, budgétairement sobre. Et je crois que ça c'est un des éléments quand même forts à faire valoir, c'est-à-dire qu'avec... en France, 104 millions d'euros dépensés pour le secteur des fruits et légumes,
ça reste beaucoup, c'est important et c'est essentiel pour les organisations de producteurs qui sans doute ne vivraient pas sans ça, mais qui restent quand même sobres quand on regarde les sommes qui sont mises en jeu par la politique agricole commune en France. Et avec une responsabilisation des producteurs, responsabilisation de l'organisation économique, donc des volets qui sont très originaux et qui ont fonctionné. Maintenant, ce qui a été dit, et Michel Dantin l'a repris également, il y a un vrai sujet qui a été mis dès l'origine sur l'organisation de producteurs en tant que tel, une incitation à l'organisation, dans lequel on peut peut-être se retourner aussi. C'est-à-dire on était à 50% d'agriculteurs engagés dans des OP, on n'est pas beaucoup plus de 50% aujourd'hui. C'était un objectif. Alors, j'ai pas d'avis de fond en disant c'est pas assez, c'est trop, et quel est l'objectif, le chiffre objectif. Néanmoins, on avait un objectif d'augmenter qui n'a pas réussi. Est-ce qu'il faut s'en fixer un autre aujourd'hui? Est-ce que c'est ça la future frontière? Je ne sais pas. On peut se dire aussi que le taux de 50%, il y a un taux critique qui permet déjà de faire beaucoup. Mais on a une question là sur le futur de cet OCM, qui quand on écoute nos députés, quand on écoute les propositions de la Commission, n'est pas une OCM qu'on voit menacée par les orientations qui arrivent. C'est une OCM qu'on voit plutôt confortée. Question budgétaire mis à part. Mais vous avez effectivement raison. Je crois d'abord l'OCM, c'est quelque chose de volontaire. Et effectivement, quel est le bon taux d'organisation qui permet, je veux dire, une amélioration de structuration de la filière? Et dans cette affaire-là, il n'y a pas eu d'enquête et on ne le sait pas. Peut-être que 50%, 55% est le bon taux. Je ne sais pas y répondre, mais c'est une vraie question, effectivement. Jean-Michel Delannoy, tout à l'heure, vous avez parlé de la problématique de l'organisation, notamment en termes de création de valeur. Comment peut-on envisager l'avenir là-dessus? Parce que c'est vrai que ça reste un gros souci. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, à savoir qu'une action nouvelle pourrait être le développement de telle ou telle organisation de producteurs en termes de représentativité. Une incitation additionnelle qui soit prise en compte. Ça peut être une action nouvelle. Je pense que dès le départ, la France a lâché la proie pour l'ombre. Je ne vais pas revenir en 96-97, mais un petit peu quand même. Quand en France, on s'est mis à parler d'OPC et d'OPM, on a déjà mis la cacophonie entre nous, qu'on soit clair. Donc c'est vrai qu'il n'y avait que la France qui avait choisi ce schéma-là, avec un nombre de producteurs très restreint, puisqu'on était le seul pays à réclamer 5 producteurs par OP, ce qui paraît effarant vu par les pays du Sud que vient de nommer M. Dantin, en disant qu'eux, ils se sont bien développés. Donc je pense qu'on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Il n'est pas trop tard pour réagir. Je pense qu'il faut mettre en avant les OP qui se développent à ce sujet-là. Et je mets encore en parallèle les fameux 20%, plus de 20% que mettent pour le commerce les OP européennes, sauf la France qui met moins de 10%. Donc je pense qu'on a fait d'autres choix en France et qui se traduisent par un taux d'organisation qui ne se développe pas comme il l'aurait dû. Et par rapport à votre question, effectivement, dans un secteur de fruits et légumes, je veux dire un secteur vivant, et on ne peut pas demander à l'OCM d'apporter toutes les réponses non plus. Je veux dire, il y a quand même une augmentation de la production qui est due à des conditions climatiques qui fluctuent. Il y a une augmentation et une diminution de la consommation due à des conditions climatiques qui fluctuent également. Et je veux dire, la gestion de crise, certes, l'OCM peut y répondre en partie, mais en tout cas, je veux dire, avec les faibles fonds de l'OCM, enfin, je ne sais pas, Jean-Michel, on ne peut pas répondre à tous les problèmes de crise, je veux dire, qui vont arriver et qui arrivent dans les secteurs de fruits et légumes. Jacques Andru? Oui, ce volet-là est sans doute important parce que, comme ça a été dit, l'OCM ne fait pas tout. Et on a vu un bel exemple en 1995 avec l'embargo russe, où ce n'était pas les outils classiques des fonds opérationnels qui permettaient de répondre aux défis qui étaient posés à l'ensemble de l'organisation économique. Donc il y a eu un règlement ad hoc, il y a eu des mesures ad hoc qui ont été prises, et je crois qu'à l'avenir, on n'est jamais à l'abri de coups durs qui peuvent ressembler à ça. Il y a d'autres questions qui ne sont pas traitées en tant que telles dans l'OCM. On disait qu'il y a un défi d'augmentation de la consommation. Ce n'est pas l'OCM actuellement qui aborde ces sujets-là, mais on a des sujets nationaux, on a les plans filières qui sont en cours, on en parle suffisamment, avec l'intervention des interprofessions là-dessus qui font un gros travail sur le sujet. Donc l'OCM ne fait pas tout. L'OCM aujourd'hui a son champ qui est cohérent et que, pour ma part, je ne vois pas menacé dans les organisations futures. Mais il faut être extrêmement vigilant, effectivement. Alors je ne veux pas me défiler également sur la question des contrôles.
Parce que la question des contrôles, c'est aussi nous, France Agrimaire, qui les mettons en œuvre, donc c'est pas nous qui en souffrons, mais quand même quelque part, c'est nous qui faisons les efforts pour les mettre en œuvre. C'est quelque chose que j'ai entendu, moi, les premières fois, on a entendu la Commission parler de sa communication avec les programmes nationaux, comment elle voyait le développement, et ce qui a été dit dès le début, c'est que ça supposait sans doute de nouvelles relations entre les États membres et la Commission. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre en permanence avec une pression de surveillance communautaire tatillonne comme on l'a. Alors il y a besoin d'harmonisation communautaire, il y a besoin de cadrage communautaire, mais on est à un niveau avec des audits, des contrôles individuels, des audits d'États membres, des audits d'organismes payeurs, qui fait que ça peut se stériliser soi-même avec des peurs d'appurement qui sont permanentes. Alors j'ai entendu la Commission elle-même disant que ce sujet-là, il fallait qu'elle évolue, elle le reconnaissait, d'un cadre où elle voulait développer des programmes nationaux. Donc ça, on attend impatiemment effectivement que ça se traduise. Jean-Michel Delannoy, mais je rappelle qu'il nous reste quelques minutes, donc si quelqu'un veut réagir, poser une question, voilà, on fait coucou au monsieur qui est devant vous, il est derrière toi, c'est pour ça que tu ne le vois pas. Voilà, mais on laisse parler Jean-Michel Delannoy d'abord. Oui. Pour diminuer le nombre de contrôles, ce qui satisferait tout le monde, une proposition toute simple est de durcir la notion de reconnaissance des OP et des AOP. S'il y a un endroit où je suis absolument contre la subsidiarité, c'est bien dans la définition de l'OP et de l'AOP. Et moi, j'estime que plus la barre sera mise haute, plus l'organisation se fera. Et j'estime que la subsidiarité ne peut pas aller trop loin puisque ce serait remettre en cause la politique commune agricole. Donc il y a des limites. Et sur la définition d'OP et d'AOP, plus la barre est mise haute, plus les contrôles vont de soi. C'est-à-dire qu'ils sont simplifiés puisqu'on a affaire à des gens qui sont reconnus à un niveau assez élevé. La parole au public, vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, bonjour. André Graglia, directeur de l'Association des producteurs fruits et légumes du Sud-Ouest. Association qui accompagne 45 organisations de producteurs, notamment sur la conduite de leurs programmes opérationnels. Ma question, c'est pour France Agrimaire. Nous sommes tous d'accord que les programmes opérationnels sont des projets d'entreprise qui doivent servir la stratégie de l'organisation de producteurs. Et depuis 20 ans, ça fait personnellement 20 ans que j'accompagne les OP depuis le démarrage de notre OCM actuel. Je ne cesse de voir une complexification, voire une asphyxie administrative, des encoches sur l'attractivité de cette organisation qui vient de cette complexité, qui vient de cette insécurité juridique. Et insécurité et complexité qui est renforcée au niveau franco-français. Je vous cite un dernier exemple. Pourquoi avoir inscrit, en dépit du bon sens, dans le dernier arrêté sur la conduite des programmes opérationnels, qui sont des projets d'entreprise à 3 ans, 5 ans, qui se préparent, que toute modification d'1 euro devait donner lieu à des dossiers d'une grande complexité, des dossiers de modification qui nécessitent beaucoup de temps administratif, aussi bien dans les OP que dans vos services. Est-ce que vos services, d'ailleurs, sont en capacité de gérer les PO comme des projets d'entreprise? Voilà. Alors Jacques-André, 1 euro, il faut tout refaire? 1 euro, il faut tout refaire, je reprendrai le sujet, mais je crois que le sujet central là-dessus, c'est-à-dire que la philosophie initiale était vraiment là-dessus, sur des projets d'entreprise. C'était un projet, il fallait accompagner un projet. Et cadrage communautaire, nécessité de vouloir cadrer ça, peut-être sans doute au niveau national également. On finit sur des catalogues. Non, c'est ça, c'est que si les catalogues de mesures sont des catalogues de mesures communautaires. Mais on a avancé là-dessus aussi. Alors si vous me permettez, excusez-moi, si vous me permettez, si vous poussez aussi loin que l'élaboration de catalogues et de références de coûts unitaires pour la conduite des programmes opérationnels, vous allez tuer le financement de l'innovation dans les programmes opérationnels.
Jacques Andrieux. Moi, je suis prêt à donner raison, mais la question qu'on a sur le dos, c'est effectivement des contrôles. Nous, on est sous audit, on est sous surveillance d'appurement, communautaire, nationale, effectivement. Et ce qu'on fait, on ne le fait pas par choix et pour embêter les organisations de producteurs non plus. Moi, ce que je reviens en étant prêt à donner raison, effectivement, en disant qu'il y a besoin de respiration là-dessus, mais cette respiration-là, ce n'est pas un organisme payeur lui-même qui peut se la donner et qui peut choisir d'être effectivement plus laxiste que les commandes qu'il a par rapport à ça. Moi j'appelle à cette respiration, effectivement, et qu'on revienne à un esprit de projet, qui soit sans doute plus un esprit de projet au niveau des organisations de producteurs. Tout le monde surveille tout le monde. Ce qu'il faudrait, c'est trouver le numéro de téléphone du surveillant général. On va s'approcher de la conclusion. Surveillance. Ouais. Avant, je voudrais quand même faire réagir Jean-Louis Moulon et Jean-Michel Delannoy sur un point qui a été évoqué par les députés européens, sur le calendrier. Pour eux, après tout, ce n'est pas un problème. Michel Dantin, je résume, a dit la démocratie plutôt que le calendrier. Il vaut mieux... Pourquoi une législature, une mandature sortante prendrait des décisions qui s'imposeraient à la suivante? Il a quand même évoqué, il a dit j'ai compris pourquoi on faisait ça, parce que tout le monde craint la montée des populismes en Europe et donc on ne sait pas quelle couleur aura le Parlement européen 2019. Quelle est votre position? C'est plutôt le calendrier ou plutôt la démocratie? C'est un peu vache, mais c'est le résumé. Je souscris aux inquiétudes qu'affronte notre Europe, notre agriculture. Hein. Je fais partie de ceux qui militent pour une PAC qui soit préservée et évidemment une OCM spécifique pour les fruits et légumes. Ce que j'entends de la part des députés européens est assez rassurant dans la mesure où ils félicitent clairement la démarche qui a été entreprise il y a plus de 20 ans. Donc ça, c'est le point le plus positif. Je ne vois pas comment les députés qui arriveraient remettraient en cause un schéma qui fonctionne bien, encore que, hein, donc il faut se méfier de tout et tout le monde, dans le monde dans lequel on vit, mais je pense que la PAC et l'OCM en particulier participent au succès de notre agriculture européenne souveraine qui doit être défendue. Je pense qu'il y a une pédagogie à avoir aujourd'hui et demain pour que les députés qui vont succéder à ceux qui sont en place aujourd'hui soient bien conscients de ça. Je pense qu'à nous professionnels de travailler les personnes ad hoc qui feront élire les députés européens. Je veux dire par là que le monde agricole, dans leur représentativité, doivent être représentés de manière concrète. C'est-à-dire que c'est à nous, organisations et syndicats agricoles, d'insister sur ce point qui est essentiel. Jean-Louis Moulon, du haut de la REF, vous voyez un petit peu ce qui se passe aussi dans les autres pays d'Europe? Oui, je crois qu'effectivement, quand on fait des propositions de toutes ces régions au niveau de l'Europe, ça prouve qu'il y a quand même une certaine unité au niveau de l'Europe. Pour ce qui peut être de l'unité, en tout cas, sur les points européens, je dirais par rapport à la question que vous posez, on a quand même la chance aujourd'hui d'avoir des députés européens qui se mettent en live et qui sont des experts de l'OCM. Je veux dire, c'est extrêmement important. Et dans leur inquiétude, effectivement, de demain, c'est si nous sommes plus là, s'il n'y a plus d'experts OCM, c'est comme ça que je devrais le dire, pardon, comment allez-vous pouvoir discuter au niveau de l'OCM? Et effectivement, c'est ce que Jean-Michel propose et échange. On doit effectivement, en tant que responsable, sans doute réexpliquer ce qu'est l'OCM, les besoins de l'OCM. Je crois que c'est un travail de responsables professionnels européens et non pas français, effectivement, que nous devons faire. Il y a un gros travail, je crois, qui nous attend sur l'année 2019-2020. Je rappelle également, ça ne rentre pas la question, mais il y a le Brexit qui arrive. Donc on y met des enjeux budgétaires moindres, mais on aura des augmentations sans doute tarifaires d'export plus importants et comment on les règle également. Donc je veux dire, on a un vrai travail, à mon avis, de responsables professionnels européens pour retravailler et réexpliquer ce qu'est l'OCM et les besoins de l'OCM sur l'avenir. Bien. Un dernier mot? Non? Oui, Jean-Michel? Si, au niveau européen, il était clair que hier, c'était l'Allemagne qui était le lien fort avec la France pour faire une Europe forte. Aujourd'hui, avec les déboires d'un certain nombre de pays dont Angela Merkel a souffert, on peut se rendre compte que c'est la France qui doit être meneur du jeu. Or, au niveau français, vous savez bien que les nouveaux députés qui sont là sont un petit peu loin de l'agriculture. Je pense qu'il y a une pédagogie et une formation à faire pour leur apprendre ce que c'est que l'agriculture et la PAC pour que M. Macron puisse prendre les mêmes décisions. Donc quelques inquiétudes tout de même. Exactement. Et on n'a pas le temps de revenir dessus, mais Michel Dantin a évoqué le flou de la position française, ce qui n'est pas très encourageant.
Merci à tous. Vous demanderez en tant que journaliste Oui. à Monsieur les ministres d'expliquer le flou. Voilà, on va essayer. Merci à tous. Merci à la technique qui nous a réalisé cette liaison duplex avec Bruxelles. Une grande première qu'on remettra l'an prochain. Merci à tous. Prochain débat, je n'ai pas le programme à quelle heure. Le prochain débat bientôt. Merci à tous. Au revoir.